Vous parle en attendant de cette arrivée hier soir sur le vieux continent pour la troisième fois depuis son ascension à la Maison-Blanche. Joe Biden est de retour donc en Europe. Nicole Bacharan, bonjour, historienne, politologue, spécialiste de la politique et de la société américaine des relations transatlantiques. Vous êtes co-auteur avec Dominique Simonet de Les grands jours qui ont changé l'Amérique aux éditions Perrin. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc notre invité du jour. On attend cette prise de parole au siège de l'OTAN. Joe Biden, il est en Europe clairement pour resserrer les rangs. Lui qui n'était pas tellement pris au sérieux il y a encore de cela un mois lorsqu'il prévenait, répétait de l'imminence de l'attaque en Ukraine. Il a retrouvé du crédit aujourd'hui selon vous ? En tout cas, ceux qui ont retrouvé du crédit, ce sont les services de renseignement américains, puisque tout ce qu'ils annonçaient s'est révélé malheureusement exact. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, quand ils préviennent que Vladimir Poutine envisagerait le recours à des armes dites non conventionnelles, malheureusement, on doit le prendre au sérieux. Et Joe Biden, il bénéficie à la fois du travail très sérieux fait par ses services, du fait qu'il a décidé lui-même de rendre public tous ces renseignements pour avertir et pour tenter de bloquer, malheureusement ça n'a pas réussi, en tout cas pour l'instant, les initiatives russes. Et enfin, c'est vrai qu'il est très actif au sein de l'Alliance Atlantique pour resserrer les rangs entre alliés et pour essayer d'apporter des réponses et des réactions coordonnées. Donc oui, il est pris davantage au sérieux en Europe. Ces renseignements américains indispensables aujourd'hui à la résistance ukrainienne, on le documente régulièrement sur nos antennes. Elle se limite à cela aujourd'hui, l'aide américaine. L'aide américaine, c'est d'abord le renforcement de l'OTAN du dispositif militaire de l'OTAN en Europe. Il va en être fortement question dans les 3 sommets auxquels Joe Biden participe aujourd'hui. Il y a à l'heure actuelle 100 000 soldats américains en Europe au sein de l'OTAN. C'est évidemment l'envoi d'armes à l'Ukraine. Et l'envoi d'aide humanitaire, il y a 1,2 milliard qui sont alloués par le Congrès, signés par le président pour l'aide globale à l'Ukraine. Et c'est également, vous le rappelez, l'aide par renseignement, à la fois sur les mouvements de troupes russes et sur les attaques cybernétiques. Tout cela étant fait avec un certain décalage qui permet, entre le moment où les renseignements américains captent des informations utiles et celui où les transmettent aux Ukrainiens, il y a un décalage qui permet aux Américains d'essayer de flouter, de masquer la manière dont ils ont obtenu ces renseignements. Donc tout cela est important, même si on voit que c'est encore insuffisant. Voilà, des renseignements qui feraient notamment, on reviendra au terrain un peu plus tard dans ce journal, que l'armée russe n'est pas encore à Kiev, n'est pas non plus à Odessa, que cette résistance, elle fonctionne, elle a ses effets. Joe Biden, ce matin, à ce sommet de l'OTAN, s'est dit favorable à un renforcement des troupes sur le front Est. Les Occidentaux envisagent de livrer maintenant des missiles anti-navires à l'Ukraine. Est-ce qu'on est en train d'aller crescendo dans notre aide apportée aux Ukrainiens? Volodymyr Zelensky s'est de nouveau adressé à l'OTAN ce matin par visioconférence. Il n'a pas redemandé d'instauration de no-fly zone au-dessus de l'Ukraine. Il a compris, je crois pour le coup, que cette requête ne trouverait pas réponse positive. En tout cas, lui, ce qu'il demande aujourd'hui, c'est un appui renforcé, de nouveau. Oui, bien sûr. C'est vrai, vous avez raison de dire qu'on va crescendo dans l'aide militaire, dans la fourniture d'armes de plus en plus forte, massive, utile. Maintenant, sur cette affaire de no-fly zone et cette affaire d'avion, je crois que tout n'est pas complètement clair. Vous vous souvenez qu'il y a eu une espèce d'ambroglio avec les Polonais proposant leur MiG en échange de F-16 américains et puis finalement non. Mais c'est typiquement
le genre d'arrangement qui, s'il voit finalement le jour, ne sera pas forcément clamé sur les toits. Le fait que les autorités européennes, notamment, aient annoncé ce possible échange d'avions avec envoi de MiG à l'Ukraine a été peut-être une des raisons du blocage. Donc je pense qu'en matière d'armes ou de matériel envoyé à l'Ukraine, c'est pas forcément la meilleure stratégie de tout étaler sur la table. Donc on ne sait pas forcément tout à cet égard. Est-ce qu'il ne va pas falloir finalement, ce sera l'enjeu de ces grands rendez-vous programmés, accorder les violons? On voit bien qu'à un certain nombre de niveaux, on n'a pas encore établi les réponses de groupe. Certains disent blanc, d'autres disent gris. Sur la question des armes non conventionnelles notamment, Volodymyr Zelensky, dans son adresse tout à l'heure, a accusé la Russie d'utiliser des bombes au phosphore en Ukraine aujourd'hui. Jens Stoltenberg, on écoutera attentivement ce qu'il dira à ce sujet. Il sera sûrement interrogé là-dessus. A dit ça bouleverserait la donne et notre réponse, mais on ne sait pas quelle serait la réponse de l'OTAN si ces actes, si l'utilisation de ces armes était confirmée. Vous avez complètement raison. On ne sait pas, et j'ai envie de dire, ça n'est pas une bonne chose, parce que finalement, depuis plusieurs mois, avant même que l'offensive russe ne soit déclenchée, au fond, d'une certaine manière, Vladimir Poutine n'a pas été averti des conséquences possibles. Par exemple, les sanctions qui frappent la Russie à l'heure actuelle n'ont pas été annoncées avant, comme un avertissement. Attention, si vous envahissiez l'Ukraine, les sanctions seraient de telle nature. Et il se peut qu'au fond, la nature des sanctions les surprit, mais c'était trop tard. De même, quelle est la fameuse ligne rouge sur l'utilisation d'armes non conventionnelles? On imagine bien que la ligne rouge, c'est celle de l'OTAN, mais c'est essentiellement aussi celle des Américains. Et là-dessus, Joe Biden n'a jamais été clair. La seule chose sur laquelle il a été vraiment clair, c'est de dire il n'y aura jamais de troupes américaines en Ukraine. Ce qui est un peu absurde, pardonnez-moi, en matière de dissuasion. Si on voulait dissuader Vladimir Poutine d'attaquer l'Ukraine, même en ne voulant pas aller sur le terrain, on aurait pu dire toutes les options sont sur la table, par exemple. Donc que risquerait Vladimir Poutine en cas d'usage d'armes non conventionnelles? Ça n'est pas dit, et je pense que ça n'est pas dit parce que ça n'est pas défini du côté de l'OTAN, et donc il n'y a pas de vraie dissuasion. Une autre question sur laquelle on navigue aussi en plein flou. Au tout début de ce conflit, on entendait dire si la moindre balle, la moindre bombe tombait en terrain de l'OTAN, il y aurait une réponse immédiate. On a vu il y a quelques jours à peine qu'une zone à seulement 20 km de la Pologne avait été pilonnée, et on a senti là aussi un espèce de flou. En cas de menace réelle, il faudrait qu'on se concerte et qu'on établisse notre réponse. Les positions, elles ne sont pas encore fixées à ce niveau-là non plus. Vous avez complètement raison. Ce qu'on a cru comprendre au moment de ces déclarations, c'était que les membres de l'OTAN essaierait de vérifier si les Russes avaient vraiment une très mauvaise intention à l'égard de la Pologne, par exemple, ou si c'était une erreur. Ils n'avaient pas voulu vraiment frapper un lieu quelconque en Pologne, et au fond, il ne faudrait peut-être pas trop s'énerver là-dessus. C'est absolument dramatique comme situation. Et c'est d'autant plus dramatique qu'on apprend aujourd'hui que les plus hauts responsables de la défense et de l'armée américaine ne sont pas pris au téléphone par leurs homologues russes, ministres de la Défense et chefs d'état-major. C'est totalement inhabituel. Même en cas de guerre, les Russes et Américains, soviétiques et américains, maintenaient le contact pour éviter justement... C'est inquiétant pour vous aujourd'hui? Pour éviter des accidents ou expliquer d'éventuels accidents. Alors les contacts sont maintenus à des niveaux moindres. Mais néanmoins, ce qui se passe sur le terrain, c'est des pilotes, c'est des mariniers, c'est des officiers. C'est pas le plus haut commandement qui agit. Et le fait que le plus haut commandement ne se parle pas, c'est très inquiétant. Une dernière question justement, Nicole Bacharan, concernant le niveau d'implication finalement des États-Unis dans ce conflit. Ils ont été les premiers à alerter, on les prenait absolument pas au sérieux. On est un mois après le début de la guerre et Joe Biden est sur le vieux continent pour tenter de donner le tempo. Mais il faut aussi dire que les Américains sont plutôt beaucoup critiqués ici en Europe. Ils ont pris des décisions, des sanctions économiques, décisions notamment sur le pétrole russe, mais ils ont dit malgré tout qu'ils sont encore très loin et pas directement concernés par cette crise aujourd'hui.
Alors, c'est vrai que c'est plus loin. Pour eux, c'est géographiquement plus loin. Ça bouleverse moins le public que ça ne peut bouleverser les Européens, même si dans tous les sondages, il y a un soutien très fort à l'Ukraine et une hostilité très forte à la Russie. Mais néanmoins, c'est vrai que l'embargo américain sur le gaz et le pétrole, c'est un petit peu pris à la légère en Europe parce que ça ne représente que 8% du marché énergétique américain. Mais c'est 8% américain, c'est beaucoup et c'est un signal fort, signal d'autant plus fort que les Américains n'ordonnent pas aux Européens d'exercer le même embargo. Ils vont essayer aujourd'hui de travailler à mettre en place des mesures de court et de moyen terme pour diminuer la dépendance européenne au gaz et au pétrole russe. Et je rappellerai à cet égard que depuis les années 80, depuis Ronald Reagan, les Américains avaient averti sur les constructions de Nord Stream 1, Nord Stream 2, qui allaient aux Européens en leur disant ça va vous mettre totalement dans la main des Russes. Et malheureusement, là, ils avaient raison. Merci beaucoup, Nicole Bacharan. Merci, vous étiez notre invitée du jour. Et justement, il va en être question